3, 2, 1. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver en ce lundi matin. Cette semaine encore, nous allons parler économie pour ces matinales de l'économie à quelques jours maintenant de la grande soirée des étoiles de l'économie qui aura lieu mardi prochain le 26 janvier à partir de 18h. Une soirée que vous pourrez suivre sur le site larépubliquedespyrénées.fr et ce en compagnie des partenaires qui s'affichent juste à côté de moi. Ça sera 18h donc mardi prochain. Avant cela, chaque matin, nous allons nous retrouver soit sur le site internet de larépubliquedespyrénées.fr, soit sur la page Facebook en compagnie de mon camarade Bruno Robali. Bonjour mon cher Bruno. Bonjour Eric. Vous avez passé un bon week-end ? Un week-end excellent. Parfait. Nous allons tout le long de la semaine dérouler les thématiques qui seront au cœur de la soirée des étoiles de l'économie et qui plus largement d'ailleurs animent les chefs d'entreprise de ce territoire. Nous allons parler ce matin d'innovation et de diversification. Nous serons accompagnés par Thierry Renard, le patron du CSTJF de Total dans le Grand Sud-Ouest. Nous serons également accompagnés de chefs d'entreprise qui vont apporter leur témoignage à cette matinée. Nous vous les présenterons dans quelques instants. Demain, nous parlerons de transformation digitale, puis de transformation énergétique, avant d'aborder le thème de la RSE et du développement durable et de terminer par ces projets, par ces actions qui sont en lien avec le territoire et qui permettent aux acteurs de celui-ci de continuer à le faire grandir et prospérer. Ils innovent, ils affrontent, ils entreprennent, y compris durant une période tout à fait particulière. Ces chefs d'entreprise sont donc tous les matins nos invités. Et tout à l'heure, nous aurons des chefs d'entreprise, alors de taille d'entreprise et de type d'entreprise très différents à côté de nous, Bruno. Oui, en effet, c'est vrai qu'on aura une petite entreprise qui a su innover. Une start-up à la base. Une start-up, Ouais. voilà. N-Concept qui a inventé Yannouk, ce fameux crochet. Enfin, je ne vous révèle pas tous les secrets. Donc, il y a Yannick Silva qui va nous présenter ceci. Et ensuite, il y aura Pascal Gentil de SPM. Alors là, c'est Une scope. Une scope qui, là encore, s'est adaptée pendant cette période un peu compliquée. Et c'est vrai que c'est deux tailles d'entreprise, deux modes d'adaptation différents qui illustrent bien le dynamisme des acteurs de l'économie locale en cette période de crise. Absolument, un concept créé il y a peu de mois finalement, et puis la société Pyrénées de métallurgie qui elle existe depuis plus de 60 ans maintenant. Ça va être intéressant de voir de quelle façon il décline le mot innovation, ce mot avec lequel nous allons vous saluer Éric Normand. Merci d'être là, comme tous les matins de la semaine, pour poser le débat avec une question que je vais vous poser. Vous avez 4 heures du papier brouillon au fond de la salle. Pour vous, Éric Normand, chef d'édition à la République des Pyrénées, c'est quoi l'innovation ? Oui, alors 4 heures, ça risque d'être un peu court parce que l'innovation, c'est quelque chose de très vaste et vous ne le savez peut-être pas, mais l'innovation est, dit-on, la mère de toute forme de croissance économique. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire des révolutions industrielles, alors déjà parce qu'on n'a pas le temps, mais également parce que je risquerais de vous perdre en route. Mais à la base de ces révolutions, il y a toujours eu une ou plusieurs ruptures technologiques. Schumpeter. Alors Schumpeter, je vous préviens, ce n'était pas un joueur du Bayern de Munich, mais un économiste autrichien. Cette remarque vous honore dès le lundi matin, je tenais à vous le dire. Allez-y. Merci. A d'ailleurs théorisé une notion, la destruction créatrice. L'innovation, c'est la force motrice de l'économie et elle permet la naissance de nouvelles activités qui prendront la suite de plus anciennes. On ne le sait pas forcément, mais en Béarn, le Béarn est un des territoires où la proportion de salariés qui travaillent dans la recherche et développement est l'une des plus élevées de France. Donc ça, c'est sûr, je l'ai trouvé au sein de l'INSEE. Thierry Renard, qui dirige en Béarn une entreprise qui emploie 3000 personnes entre Pau et Lac, dont de nombreux chercheurs et ingénieurs, ne va pas nous dire le contraire dans quelques minutes.
Donc pour une entreprise, donc, innover, se diversifier, c'est d'abord vouloir assurer son avenir, s'inscrire dans la durée. Gare à celles qui n'investissent pas dans l'innovation, elles risquent à terme le déclassement. L'exemple le plus connu, vous en avez sans doute entendu parler, c'est celui de l'industriel de la photo américain, Kodak, qui n'a pas cru au numérique il y a 25 ans et qui a échappé de peu à la faillite. Et on pourrait sans doute multiplier les exemples dans d'autres filières. Mais les entreprises se retrouvent parfois obligées d'innover quand elles sont au pied du mur. C'est alors une question de survie, de résilience. Vu la période qu'on connaît actuellement, beaucoup d'entreprises n'ont d'ailleurs pas le choix. En premier lieu, les PME ou TPE frappées de fermeture administrative. Ces dernières n'ont pas de service R&D pour les aider à se transformer, donc ce sont leurs dirigeants et leurs équipes qui ont dû se creuser les ménages. Nous avons d'abord en tête, évidemment, tous ces restaurateurs qui se sont mis à la vente à emporter. Cela n'a l'air de rien, mais cela réclame aussi de repenser son organisation, de développer sa présence sur la toile. Donc on peut aussi citer ces industriels de l'aéronautique qui ont cherché d'autres débouchés, mis au point des pièces ou des équipements pour les industriels de l'énergie ou de la santé. Bref, on l'a vu chez nous, la crise sanitaire a aiguisé la capacité des petites entreprises, des PME à innover et à se diversifier, ce dont vont témoigner dans quelques minutes les entreprises que vous allez recevoir. Merci beaucoup, Éric Normand. Alors, de quelle façon, en effet, le groupe Total se diversifie-t-il? De quelle façon consacre-t-il une part importante à l'innovation? Ce sont les questions que nous allons poser à Thierry Renard, qui nous rejoint après le jingle que voici. Thierry Renard nous a donc rejoint, le patron du CSTJF, mais pas que, au niveau de Total. Et notre invité ce matin, nous allons donc parler innovation, diversification. Ma première question est toute simple, avant que Bruno ne prenne le relais. Innovation, évidemment, on l'associe sans aucun problème à Total. Diversification, pourquoi ce thème vous colle à la peau dorénavant lorsqu'on s'appelle Total? Quand on s'appelle Total, comme on s'appelle toutes les sociétés du bassin béarnais, de France et du monde, compte tenu des crises auxquelles nous sommes confrontés en ce moment, la survie, ça passe par les diversifications. Total veut clairement ne pas devenir le Kodak de l'énergie, donc il faut qu'on se diversifie, en particulier pour faire face à la crise climatique qui implique que tous les acteurs du monde de l'énergie se réinventent. Concrètement, en 2020, quels sont les événements marquants dans cette innovation et dans cette diversification au sein du groupe Total ? Alors en 2020, ça a été clairement une accélération de nos programmes sur tout ce qu'on appelle énergie nouvelle, électricité bas carbone, une stratégie qui avait été développée depuis plusieurs années, c'est évident. On se souvient du rachat de SunPower, par exemple, mais également de l'Empiris, de Direct Energy plus récemment, et évidemment une augmentation de nos capacités de production, que ce soit au niveau mondial, mais également en Béarn. Vous vous souvenez qu'on avait débuté l'année 2020 par une visite de notre président de la République, avec une table ronde qui avait été animée au Palais Beaumont, où on avait présenté les projets de Total Quadrant en termes de centrales photovoltaïques dans le Béarn. Et on a vraiment des beaux projets dans le Béarn. Et en 2021, ça commence, puisque la semaine dernière, c'est tout neuf. Ça commence très fort, effectivement. Total rachète Fonroche, avec des projets en Béarn également. Alors, l'activité de biogaz. Il faut rappeler, l'activité de biogaz et l'activité de Fonroche que vous avez donc acquis. Tout à fait. Bon, Fonroche est un acteur connu sur le Béarn. Ils étaient porteurs de différents projets, dont un projet qui est en cours, qui est le projet de méthanisation sur le bassin de Lac, un beau projet porté par les équipes de Fonroche. Fonroche qui est une société basée dans le Grand Sud-Ouest. Ils sont basés à Agen, donc ce sont nos voisins. Et donc Total, effectivement, a lancé une proposition de rachat qui reste bien sûr à être finalisée sur les activités biogaz de Fonroche. Et donc, ça permettra à Total d'être propulsé comme le numéro 1 français sur cette activité de biogaz, qui a un gros avantage d'être complémentaire à notre stratégie par rapport au gaz naturel, qui pour nous est un des vecteurs essentiels pour lutter contre le réchauffement climatique, et de verdir en quelque sorte le gaz naturel par l'ajout de biogaz. Ça veut dire qu'avec biogaz, mais avec les autres investissements du groupe, aujourd'hui on peut parler vraiment d'un groupe multi-énergie dans lequel la proportion entre ce qui est le fossile et les autres énergies va complètement s'inverser dans les années à venir? Ah, c'est évident, c'est évident. Notre stratégie, c'est effectivement... On continue à avoir notre cœur de métier qui va être sur des énergies fossiles, de moins en moins de pétrole. On voit bien que la part du pétrole va très très fortement diminuer dans les décennies à venir. On considère que le gaz, par contre, pourrait augmenter parce que le gaz, c'est le bon moyen pour lutter contre le réchauffement climatique en limitant l'usage du charbon. Le charbon, vous savez,
pas beaucoup en France, mais dans beaucoup de pays, c'est encore une source primaire majeure, très émettrice de gaz à effet de serre. Et transférer effectivement du charbon vers le gaz, c'est une des solutions. Donc Total continuera à être très actif sur les gaz, mais aussi sur les autres sources d'énergie plus propres. Donc, au cœur du Béarn aussi, Total a l'avantage d'avoir des partenaires et aussi des outils de recherche. Comment ça se passe un peu avec les acteurs locaux? Alors avec les acteurs locaux, bien sûr, nous sommes très proches, par exemple, de l'UPPA. C'est évident. C'est une coopération de longue date qui permet à l'UPPA d'être aujourd'hui reconnue comme étant une université de pointe sur différents sujets relatifs aux géosciences. Mais également, nous travaillons en forte proximité avec Chempark, en particulier avec notre société qui s'appelle Total Développement Régional, qui est là pour soutenir quelques jolies pépites qui sont hébergées par Chempark et qui pourront basculer progressivement vers une industrialisation des process qui pourront aider également à la transition énergétique. Ça nécessite, cela dit également, un travail au niveau des ressources humaines. Vous voyez où est-ce que je veux en venir, Thierry Renard? Parce que en ce moment, on parle aussi beaucoup de Total par rapport à des départs qui seraient programmés, pas programmés. C'est l'occasion peut-être pour vous de dire quelle est la position, parce que vous exercez au sein du groupe également des responsabilités au niveau des ressources humaines, et de quelle façon aussi on capitalise ou on investit sur les ressources humaines qui, demain, seront la clé de la réussite de cette diversification. Tout à fait. Alors, Total, il faut déjà le noter, c'est l'un des très rares groupes pétroliers à ne pas avoir procédé à des licenciements cette année. Tous nos concurrents anglo-saxons ont procédé à de nombreux licenciements, ce que le groupe Total s'est refusé à faire, parce qu'on considère qu'on a besoin de nos talents pour justement accompagner le rebond qui viendra inéluctablement. On est optimiste, donc on a besoin des hommes et des femmes qui constituent nos équipes. Par contre, c'est vrai qu'il y a des discussions à l'heure actuelle pour éventuellement faire un plan de départ volontaire qui permettrait de détendre un petit peu la contrainte que l'on a sur nos effectifs et continuer à recruter des jeunes. C'est un objectif clairement affiché par notre patron, Patrick Pouyanné, pour continuer à recruter des jeunes, en particulier sur ces nouveaux métiers des énergies nouvelles. Oui, on arrive bientôt à la conclusion. Quels enseignements tirez-vous de ces derniers mois, de cette crise qui pourrait être porteur pour les prochaines années ? Alors déjà, je pense que cette crise sanitaire, ça a été un révélateur de la fragilité de nos sociétés. Fragilité par rapport à ces problématiques de pandémie, mais également, je pense que ça a ouvert les yeux de beaucoup de monde sur nos fragilités par rapport à la crise climatique. Donc je pense que c'est positif, parce que je pense que ça aligne tout le monde sur des objectifs vraiment de mutation des sociétés. Mais c'est aussi une opportunité. Cette prise de conscience, c'est aussi une opportunité pour des grands groupes comme Total qui veulent tenir leur place dans la révolution actuelle et effectivement pour évoluer. Donc il y a des beaux enjeux qui arrivent, que ce soit en termes de diversification de nos activités, de diversification aussi au niveau des modes de fonctionnement. On a l'occasion de parler du télétravail par exemple. Et puis il n'y a pas que l'économie, c'est aussi la diversification, c'est la solidarité dont tout le monde doit faire preuve. Et Total est très engagé au niveau du Béarn sur différents projets pour l'alternance, pour aider les jeunes, les projets que l'on a d'écoles de production, de création d'écoles de production pour aider des jeunes qui sont un petit peu en rupture scolaire à avoir une formation pour trouver un job. Donc la diversité, la diversification, c'est l'économie, mais c'est aussi la responsabilité sociale, environnementale. Et on a vraiment des beaux enjeux devant nous pour cette année 2021. Thierry Renard, vous serez avec nous le 26 janvier prochain au Palais Beaumont. Nous aurons le plaisir de converser avec vous, avec également d'autres chefs d'entreprise, de la révolution en effet, ou de l'accélération des transformations dues à la période en matière de gestion des équipes, de télétravail, d'enseignement à tirer, de la façon dont on manage des équipes. On va voir tout à l'heure des chefs d'entreprise qui vont nous rejoindre. Vous pensez qu'un grand groupe comme le vôtre, finalement, il a les mêmes les mêmes préoccupations, les mêmes doutes ou les mêmes ambitions en matière de ressources humaines qu'aujourd'hui une TPE, une entreprise de moins de 20 salariés par exemple, comme la majorité d'ailleurs des entreprises en Béarn et ailleurs?
Écoutez, je pense que qu'on soit une grosse entreprise ou une petite entreprise, c'est peut-être enfoncer les portes ouvertes de le dire, mais c'est une vraie vérité. Notre richesse sont les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. Donc il faut s'assurer que ces personnes arrivent à travailler dans des bonnes conditions. Et pour nous, une des vraies priorités, c'est la préservation de la santé de nos équipes. Et bon, c'est vrai qu'un grand groupe comme Total a eu les capacités de mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler, en particulier distancielles. Mais je suis sûr que c'est aussi une préoccupation pour les plus petites entreprises du bassin béarnais et plus largement de France. Ça veut dire que le mot innovation, il correspond aussi à l'innovation dans le capital humain, dans la gestion des hommes, des équipes. C'est évident. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, puis d'être fidèle aux étoiles de l'économie, parce que vous êtes un partenaire fidèle de ce rendez-vous. Pour vous, ça allait de pair de faire que les étoiles de l'économie aient lieu cette année si particulière cependant. Oui, parce que les étoiles de l'économie, ça met vraiment l'accent sur le dynamisme de notre bassin, de bassin économique, du bassin d'emploi. Et un bassin économique, c'est un bassin attractif. Et comme je le disais, on a besoin, nous aussi, d'attirer des talents en Béarn. Et donc, avoir un bassin qui est vu comme étant attractif, dynamique, c'est positif pour tout le monde. Dans quelques instants, nous recevons une SCOP qui a déjà plus d'un demi-siècle d'existence. Et puis, nous recevons une start-up qui, dans son cœur d'activité, a été totalement bousculée par la pandémie et qui s'est mis à se diversifier. Et plus que ça encore, merci beaucoup Thierry Renard d'être le parrain de ces entreprises que nous mettons à l'honneur dans cette matinale de l'économie qui continue après le jingle que voici. Le principe de ces matinales de l'économie, comme d'ailleurs de la soirée des étoiles de l'économie qui aura lieu, je vous le rappelle, le 26 janvier, que vous suivrez sur la République des Pyrénées.fr à partir de 18h. Nous serons en direct du Palais Beaumont. Le principe, c'est de mettre à l'honneur tous les jours des acteurs économiques qui affrontent, qui innovent, qui entreprennent et qui l'ont fait, y compris durant la période particulière en 2020 que nous avons toutes et tous traversée. Nous avons deux tailles d'entreprise, deux modèles d'entreprise, deux types d'entreprises, donc d'entrepreneurs très différents qui sont ce matin nos invités et quelque part très complémentaires dans le paysage de l'économie, non seulement du Béarn, mais de l'économie actuelle. Nous avons tout d'abord une entreprise qui a plus d'un demi-siècle d'existence et qui a un statut juridique tout à fait particulier. Je dis particulier parce qu'il n'est pas encore tout à fait majoritaire, même si ça fait de très nombreuses années qu'il existe et vous avez le témoignage, une SCOP. Cette SCOP, c'est SPM, la Société pyrénéenne de métallurgie, que nous avions déjà récompensé dans les étoiles de l'économie. C'était il y a pratiquement 10 ans d'ailleurs, une dizaine d'années. Son président directeur général, Pascal Gentil, est notre invité. Bonjour Pascal Gentil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre entreprise est basée à Pau. Elle conçoit, elle fabrique des équipements industriels pour la mesure de débit dans les domaines de l'énergie. Ça fait le lien avec Total parce qu'en plus vous êtes voisins pratiquement géographiquement avec le CSTJF. Vous travaillez également au niveau des équipements de sécurité, de sûreté qualifiés pour le pétrole, le gaz. Vous nous direz de quelle façon aujourd'hui l'innovation, la diversification des produits correspond bien à ce qu'est votre entreprise et de quelle façon elle a su se remettre en cause également au fil des années. Et puis on a ce qu'on appelle le représentant de la start-up génération, de la génération start-up ici même, avec quelqu'un dont le cœur de métier est dans l'événementiel, un secteur d'activité qui, je suis bien placé pour vous le dire, a été dès le départ impacté par cette crise sanitaire et l'arrêt total des activités. Yannick Silva, vous êtes le fondateur et le président de N-Concept. Vous allez répondre aux questions de Bruno Robali parce qu'aujourd'hui, vous allez nous parler de ce qui a été votre produit différenciant que vous avez apporté juste à côté de vous parce que vous êtes un bon commercial en plus c'est ça, vous êtes un chef d'entreprise. Ce crochet hygiénique 100% fabriqué en France que vous avez lancé, imaginé au premier jour du premier confinement. Bruno. Oui, c'est d'ailleurs la première question que je veux poser à Yannick Silva, c'est comment ça s'est passé cette création. Je crois que c'était en 10 jours chez vous, confiné. Racontez-nous un peu cette... Et montrez-nous le crochet, on va zoomer là-dessus avec la caméra pendant que vous allez parler dans quelques instants pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Voilà, donc oui, tout à fait. C'est un crochet qui est né à la maison, puisque tout le monde était confiné à la maison en famille. C'est un crochet qui permet donc de réduire les contacts avec les surfaces à risque, donc que ce soit des poignées, des portes, des boutons. Et l'idée est venue tout simplement en regardant sa famille, en regardant ses enfants et en ayant cette volonté de vouloir protéger un petit peu les proches.
Et de ça est venue aussi une envie de solidarité et de pouvoir aider autour de nous, de jouer du local. Et c'est comme ça que ce petit crochet est né en 10 jours, de la phase de prototypage à la phase de production et lancement. Oui, justement, comment on Voilà. passe du croquis que l'on fait sur sa table de cuisine à une production en série? On apprend sur le tas. Je dirais qu'on apprend sur le tas. J'avais pas la recette avant de le faire, mais tout simplement par notre métier. On travaille dans l'innovation, dans l'ingénierie. On avait quand même quelques bases. Et j'ai d'abord regardé un petit peu quelles étaient les industries autour de nous à Pau qui étaient en mesure de produire. Et en fonction des industries qu'on a trouvées, j'ai dessiné le crochet de manière à ce que ça puisse être produit localement. Donc ça a été produit à Morlas en découpe laser. Derrière, j'ai cherché une société qui a pu prévoir le packaging, la boîte, donc dessiner tout ça. Et ça a été fait à Pau aussi. Ça a été préparé, imprimé à l'Escar, mis en boîte à Artix. Voilà, j'ai cherché cet écosystème local. Et après, il faut le vendre. Donc, vous avez trouvé des circuits de distribution. Si on va sur Amazon, on le voit et c'est numéro 1 des ventes. Tout à fait, exactement. On est Ouais, numéro 1 des ventes sur Amazon. On a été Amazon Choice aussi pendant un bon Ouais, moment. j'ai vu ça. On est en vente sur Cdiscount, on est en vente sur notre site internet. Et comment on a pu exploser comme ça, puisqu'on en a vendu plus de 200 000, c'est par la force des médias. Par la force vraiment des médias qui nous ont vus, qui nous ont détectés et qui nous ont amenés à ce niveau-là vraiment de grand public. Un gros travail sur les réseaux sociaux aussi. Alors nous, on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a D'accord. pas eu le temps de faire ce travail. Ce sont les réseaux médias sociaux. Ce sont les traditionnels qui ont médias popularisé. traditionnels, Ce sont les médias surtout qui ont Voilà. vraiment propulsé tout ça. À savoir que j'étais tout seul au moment où je l'ai dessiné. On est passé à 13 en une semaine pour Oui, pouvoir parce que gérer. l'afflux. revenons à ce que vous faisiez avant, Yannick, parce que vous êtes dans le digital, dans la numérisation des usages de Complètement. l'événementiel. Je disais que vous êtes une start-up parce que vous êtes installé à Heliopark, Voilà. et que jusqu'à présent, avant le crochet, avant la pandémie, votre effectif était de combien, Yannick? Ah ben, tout seul, Voilà. moi-même. Donc tout seul Ouais, avant ouais. la pandémie, aujourd'hui, Voilà. 13 collaborateurs. Aujourd'hui, on est passé à 13. On a dû redescendre puisque en même temps les ventes sont redescendues. Mais on a embauché 13 personnes pour pouvoir vendre et mettre en avant ce crochet, le distribuer. On a fait travailler plus d'une dizaine de sous-traiteurs. Et on a joué vraiment un aspect solidarité puisqu'on a remis plus de 73 000 € de dons aux fondations de Paris, hôpitaux de France. Mais vous allez rester, vous allez rester dans ce secteur d'activité là, ou est-ce que vous avez envie de vous dire, et ça va faire le lien que Bruno va prendre avec notre invité à côté, que finalement l'industrie traditionnelle, l'usinage, la façon, c'est peut-être mieux que le virtuel, le digital et l'événementiel. Alors, ça va nous Comment amener vous dans allez une faire nouvelle le- direction. On va pas aller du côté industriel, mais on va passer probablement du côté produit. D'accord. C'est-à-dire qu'on va basculer de service à produit. C'est possible puisqu'on a encore beaucoup d'idées en tête et voilà, il y aura d'autres innovations à sortir. Oui, Pascal Gentil, avant de parler de SPM, peut-être votre vision de cette innovation à domicile. Elle démontre que dans cette crise brutale qu'on a vécue, il y a une multiplicité de possibilités de créativité. Et je suis admiratif sur la rapidité de la création que vous avez décrite et puis le résultat. Pascal Gentil, on est presque nous déçus, vous voyez Bruno, que vous n'ayez pas vous-même apporté une pièce pour votre voisin. Vraiment, on trouve... comment avez-vous fait pour ne pas apporter? Parce que combien font les pièces que vous fabriquez Alors, chez elles vous sont en moyenne? relativement volumineuses, Voilà. donc elles font pour la plupart plus de 500 kilos ou Voilà. 200 kilos, donc je ne pouvais pas les apporter ici. Donc je suis un petit peu déçu là. Mais on va les voir à l'image, on va les Voilà, voir à l'image. on les voit à On va les l'image. voir à l'image. Mais ce que l'on peut dire, vous, avec des choses beaucoup plus grosses, vous continuez quand même d'innover malgré cette situation difficile parce que vous êtes parti des métiers traditionnels de SPM et là, on vous retrouve désormais dans le nucléaire maintenant. Alors nous sommes à 80% pour le nucléaire. En fait, l'innovation résonne souvent à l'innovation produit. Je crois beaucoup à l'innovation sur notre organisation, sur nos process. Puisque finalement, nos entreprises sont souvent qualifiées sur son marché, sur ses produits, les cotations en bourse, etc. Mais on oublie que la valeur essentielle d'une entreprise, c'est nos compétences internes, c'est ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire. Et c'est ça qui fait la force d'une entreprise, en fait. Donc l'innovation, nous la basons plus sur notre organisation, sur nos modèles de travail.
Et on va parler du confinement, on va parler du télétravail. Ça a été aussi l'opportunité de trouver, de définir des nouvelles méthodes de travail qu'on utilise et qu'on n'avait pas identifiées il y a encore quelques mois. Le fait d'être une scope à ce moment-là, c'est important. Alors, on le sent, dans l'histoire de la SCOP, on sent réellement cette force-là, de ce modèle d'organisation, lorsqu'il y a ce que j'appelle des coups durs, où tout le monde réagit, se tient la main pour un projet d'entreprise. Et on a beaucoup C'est-à-dire senti. que s'il n'y avait pas eu le coup dur, sans doute que vous ne seriez pas en SCOP aujourd'hui. Sans doute que vous ne seriez pas là. C'est Tout à à fait dans l'histoire l'origine de la création. de la SCOP. Hein, début des années 80, Tout à quand fait. vous vous transformez, c'est parce que vous êtes contraint de le faire, sinon vous disparaissez. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que cette énergie-là, on est capable de la régénérer au fil du temps. C'est souvent une question qu'on se pose sur les modèles comme les vôtres. Hein. Vous savez que, vous l'entendez d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de reprise, etc., les gens se disent, mais oui, d'accord, il y a l'énergie aujourd'hui, il y a la volonté des hommes, des femmes de travailler ensemble avec un nouveau modèle, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Ça veut dire que là, vous êtes un bon exemple de la capacité à régénérer cet esprit coopératif dans le bon sens du terme. C'est tous les enjeux de la SCOP. Elle a été créée en 1983, donc par une équipe de salariés que l'on appelait, encore il y a 15 ans, les membres fondateurs. Ouais. Donc c'était au départ leur projet. Mais il a fallu, au fil des générations, transformer, enfin maintenir, pérenniser cette SCOP, et avec des membres fondateurs qui ne faisaient plus partie de l'entreprise. Donc effectivement, c'est une difficulté de perpétuer ce modèle-là. Et on y arrive. Et concrètement, cette innovation, on va dire, sociale au sein de l'entreprise, comment elle s'est matérialisée l'année dernière? Alors, elle s'est matérialisée pendant cette crise sur un effort collectif pour résoudre des problèmes. On a été confrontés, à partir du premier confinement, tout le monde est rentré, je vais être direct, à la maison, puisque on ne peut pas usiner des pièces comme ça et fabriquer des pièces comme ça en télétravail. Donc, une partie du personnel s'est retrouvée à domicile et une partie en télétravail. Mais il a fallu très rapidement se réorganiser pour maintenir nos activités de service, de télétravail, et faire au mieux en interne, profiter de ce moment-là pour se réorganiser dans nos ateliers. Et donc nos équipes productives, entre guillemets, ont été aussi occupées pour réorganiser notre parc productif sur lequel on a investi en fait dès le confinement en fait. Sans attendre, dès le confinement, vous avez commencé à investir sur On a poursuivi nos investissements et ça a été quelque part une fenêtre où l'activité était plus faible, mais pour consolider des projets d'investissement qui avaient été engagés. Et est-ce que ça va changer durablement l'entreprise que vous dirigez? J'en suis convaincu. Nous sommes sur un secteur qui ne subit pas ces activités en dents de scie, qui est l'énergie. Le besoin énergétique, il est mondial, il est en croissance et il est très fort. Nous sommes en priorité sur de l'énergie décarbonée, qui est quand même l'une des solutions face à ce besoin énergétique. Donc notre secteur est porteur, entre guillemets. Ensuite, c'est à nous, l'avenir, il est dans nos mains et c'est à nous d'en faire ce que nous en ferons. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, Bruno, c'est qu'on a au travers de ces deux exemples, et puis d'autres exemples que nous recevrons donc le 26 janvier au Palais Beaumont, des portraits d'entrepreneurs qui, face à la difficulté, à aucun moment n'ont lâché, voire même y ont trouvé un ressort. Et c'est vrai que l'on a donc ces étoiles de l'économie et ces matinales de l'économie mettent en valeur ces entreprises qui ont su innover et s'adapter. Et on voit dans nos pages tout au long pendant le confinement, le déconfinement, le reconfinement, pendant toute cette crise, on a témoigné de l'actualité et de l'activité de l'économie béarnaise qui a su s'adapter et innover. Et ça continue. Alors, est-ce que vous avez, Yannick Silva, d'autres crochets, d'autres projets, d'autres petites idées lumineuses pour continuer l'aventure Yanouk? Alors pour Yanouk, peut-être pas. On aimerait bien que toute cette crise passe et qu'on sorte du Yanouk potentiellement. Mais on a d'autres idées derrière pour de produits et des choses qui pourraient sortir en 2021 en effet. On a vu les capacités d'organisation. Est-ce que vous, qui étiez habitué à travailler un peu seul, ça vous a donné des envies de travailler dans une société avec d'autres, comment vous êtes adapté à la vie avec d'autres salariés autour de vous? Alors déjà, il faut savoir que l'équipe de 13 que nous avons formée, nous avons formé cette équipe au mois d'avril. Nous nous sommes rencontrés tous pour la première fois au mois de juillet. Ah oui. J'ai signé des contrats avec des personnes avec qui que je n'avais jamais croisé, que je n'avais jamais rencontré.
Voilà, donc ça déjà, on a créé une équipe finalement, elle n'était pas virtuelle, elle était réelle mais distante. Donc c'est un mode de travail, finalement, on est rentré dedans et on ne s'est pas posé de questions et ça s'est très bien passé. Pour la suite, on va faire preuve d'agilité et on va s'adapter aux nouvelles conditions, tout simplement. Et est-ce que, Pascal Gentil, lorsque vous entendez ce mode de recrutement, vous qui accordez dans votre entreprise une place très importante à la compréhension du modèle, d'ailleurs quand vous recrutez, je ne vais pas dire l'acceptation, c'est même l'ambition de partager ce modèle-là, vous auriez non pas quel conseil, mais en tout cas quel commentaire à apporter à votre voisin. Des conseils, surtout pas. Non, Mais non, finalement, mais un mot. modèle relativement proche, vous l'avez dit, une équipe qui s'est bâtie dans des conditions relativement délicates et particulières, mais une équipe et un projet d'entreprise. Donc, je n'ai pas de conseils à donner, mais on a beaucoup de points communs finalement. Mais C'est un projet finalement, collectif. absolument, pour des tailles différentes et des années d'existence très différentes, vous avez en effet des tas de points communs, ce qui explique que vous êtes là tous les deux ce matin. Merci beaucoup d'être venus nous voir pour ces matinales de l'économie. Demain, on va continuer à parler de transformation, mais on va zoomer sur la transformation digitale. Cela dit, vous eussiez pu les uns les autres être également nos invités demain. Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental, sera notre grand témoin, puis nous recevrons des entreprises pour qui la transformation digitale est une réalité. Alors une réalité que ces entreprises, qu'elles avaient inscrite d'ores et déjà dans leur ADN pour certaines, ou bien une réalité qui s'est accélérée au cours de ces derniers mois. Ils seront demain nos invités pour cette matinale de l'écho qui démarre à 8h. Soyez au rendez-vous. Salut.